Bonjour à tous, nous allons donc débuter ce webinaire de la plateforme Etna, consacré cette fois-ci à mon espace santé, le carnet numérique. Et il va y avoir une présentation très pratique sur l'usage de cette application, notamment en tant que professionnel, et également le bénéfice que peuvent en tirer les patients. Nous aurons donc une intervention de la part d'ESEA sur l'usage, sur les données, ça sera l'assurance maladie, et puis deux utilisatrices, une professionnelle et une patiente qui nous indiqueront tout l'intérêt qu'elles ont à utiliser mon espace santé. Ce webinaire sera introduit par Michel Chapeau, le président de la plateforme Etna. Nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures. Il y aura, suite à ce webinaire, un mini-site dédié où vous retrouverez le replay, la présentation qui sera faite, ainsi que tout un tas de ressources utiles pour ceux qui souhaitent creuser la question de mon espace santé. Le webinaire se déroulera en deux temps. D'abord les présentations, puis à l'issue, sur les 20 dernières minutes, un temps d'échange avec l'auditoire. Pour cela, vous trouverez sur le bas de votre écran une petite fonction qui s'appelle Q et R pour questions et réponses. Vous pourrez donc poser vos questions à l'écrit via cette petite fonctionnalité tout au long de la présentation et nous collectons vos questions pour pouvoir les transmettre aux intervenants sur ce temps d'échange qui aura lieu à la fin. Voilà. Je rappelle donc que la plateforme Etna est le pôle régional d'éducation pour la santé, donc qui accompagne le développement de l'ETP. Et nous portons également le dispositif PEPS pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est le sport sur ordonnance. Nous organisons régulièrement des webinaires, donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, si vous êtes inscrit à notre newsletter, vous recevrez toutes nos informations à venir sur les événements à venir. Pour cela, vous pouvez nous joindre sur notre site internet etna.net. Voilà, Michel, je te laisse introduire. Très vite, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez au sujet. Je parle au nom d'Etna, mais je suis également un ambassadeur de mon espace santé et je suis un patient partenaire, plutôt un peu versé en éducation thérapeutique, vous vous doutez. Je vous dirais simplement la chose suivante, c'est que c'est un outil essentiel pour permettre aux malades chroniques de lutter contre les conséquences de la maladie ou de leur maladie ou de leur handicap, bien évidemment. Et cet outil essentiel, il est souvent oublié par les professionnels. De mon côté, je suis environné d'applications en santé, multiples et nombreuses. La première application, à mon avis, c'est mon espace santé, parce que si on sait se l'approprier, le mettre en œuvre, et bien évidemment, on va pouvoir regagner un petit peu de liberté contre ce qui nous affecte, voilà, au sens strict et large de la chose. Donc merci encore une fois pour votre présence et je repasse la parole à Alexia avec plaisir. Merci pour cette intro courte et efficace. Je vais donc passer la parole à Valérie Vercly de l'assurance maladie, qui va donc nous poser un petit peu le contexte et les enjeux de cette application. Bonjour à tous et à toutes et merci de me permettre d'exposer en tant qu'ambassadrice aussi de mon espace santé les principales fonctionnalités et les raisons pour lesquelles nous soutenons fortement cette application. Alors, mon espace santé concentre dans les mains de l'usager des fonctionnalités majeures que sont le dossier médical, la messagerie, le catalogue de services et l'agenda. Le dossier médical est lié à tous les documents que transmet l'usager qu'il place sur l'application et surtout à tous les documents qui sont déposés par les professionnels de santé, ordonnances, compte rendu d'hospitalisation, de biologie, etc., etc. Et par ailleurs, il se nourrit
tout ce qui est lié au profil médical, qu'il s'agisse des antécédents médicaux, des vaccinations, des allergies ou des mesures de santé. La messagerie, quant à elle, permet aux professionnels de contacter l'usager et il s'agit d'une messagerie qui est absolument sécurisée. On est très loin du modèle WhatsApp ou du mail dont on ne sait trop qui est le lecteur. Et par ailleurs, il est possible de partager les ordonnances avec les pharmaciens à travers cette messagerie. L'agenda est arrivé un peu plus récemment dans mon espace santé. Elle est très utilisée. Elle permet de fixer des événements liés au parcours et par ailleurs de retrouver des suggestions de prévention ou de rendez-vous. Et le catalogue de services est constitué d'applications de santé qui sont référencées par l'État, qui obéissent à des règles très précises sur des, sur des usages très divers. Et depuis quelques mois déjà, ce catalogue de services a un échange de données avec l'application Abbott sur le diabète. Et lorsque cet échange de données, donc en temps réel, aura fait ses preuves, ce sera généralisé à tous les services du catalogue qui le permettent. Donc, je vous disais que nous sommes de très nombreux ambassadeurs de mon espace santé parce que nous trouvons qu'il accompagne très bien les patients. Et c'est pour évoquer les plus de mon espace santé que je suis là aussi. Donc, notamment le fait qu'il s'agisse d'un service universel et gratuit, qui est pérenne dans le temps. Il s'agit d'un service souverain qui est conçu pour durer tout le temps de la vie des usagers, de la naissance à la mort. Il est sécurisé, les données sont sécurisées, les données sont confidentielles et tenues en tant que telles, hébergées en France, avec des critères qui sont totalement conformes et au RGPD et à la CNIL. Et c'est l'usager qui a bien le contrôle de toutes les données, ce qui est une petite révolution. Par ailleurs, le cadre de confiance général est garanti par la loi. Il n'y a pas de publicité, pas d'exploitation commerciale des données. Tout l'environnement est gardé dans ce périmètre-là de sécurité. Et les contenus qui sont présents, notamment, j'ai évoqué la prévention par exemple, sont des contenus validés scientifiquement et ils suivent les recommandations de la HAS. L'information est donc fiable, indépendante et, je le répète, sécurisée. Les autres raisons pour lesquelles nous sommes de fervents adhérents de mon espace santé, c'est parce qu'il constitue un carnet numérique unique. On n'a plus besoin d'avoir différents carnets papier. Tout est dans un seul endroit centralisé. Par exemple, on perd une ordonnance, on sait qu'on peut la retrouver et il suffit de la réimprimer pour l'avoir et se rendre à la pharmacie. Cela évite aussi des redondances d'actes, d'examens, et quel que soit le lieu où on est, quel que soit le moment, on sait qu'on a la possibilité de disposer des documents en un seul lieu unique. Par ailleurs, mon espace santé est interopérable du côté donc, il y a mon espace santé et le miroir, c'est le DMP du côté des professionnels de santé, ce qui fait que tous les logiciels sont interopérables avec, et cela favorise la coordination et l'échange sécurisé d'informations, coordination qui est de plus en plus vitale dans les parcours de soins. Par ailleurs, il est personnalisable puisque les conseils sont de plus en plus adaptés au profil de la personne, à son âge, qu'il s'agisse d'examens, de vaccination par exemple, et c'est un outil qui est aussi évolutif. Par rapport à d'autres solutions privées, la différence, vous l'avez compris, c'est que en tant que pérenne et souverain, mon espace santé est le seul qui est officiel et sécurisé pour toute la gestion des données de santé en France, dans les mains des patients, et la gestion des données est transparente.
sans aucun objectif commercial. Je voudrais vous présenter à présent très brièvement les dernières évolutions de mon espace santé en termes de prévention notamment, avec diverses mesures qui ont été rajoutées concernant les parcours enfants, le parcours maternité, la prévention personnalisée, la possibilité d'extraire des mesures de glycémie, des notifications de prévention et, je l'avais mentionné, les échanges de données avec Abbott. L'idée est que tous les retours, puisque de toute façon, mon espace santé fait l'objet de consultations au niveau national où interviennent des associations de patients, par exemple. Donc, toutes les évolutions sont faites à partir d'échanges avec les usagers, avec les professionnels de santé, et il s'agit d'une solution qui est constamment enrichie. Et l'idée est de faire aboutir au fur et à mesure de plus en plus de solutions personnalisées qui répondent aux vrais intérêts des patients, comme l'a montré par exemple l'expérimentation sur les maladies chroniques qui s'est tenue il n'y a pas si longtemps que ça. Et puisque j'ai beaucoup évoqué la prévention, je vous propose de faire un petit focus sur mon bilan prévention qui est disponible dans mon espace santé pour toutes les tranches d'âge concernées. Je vous ai mis le lien vers la page du site en question. Et bien évidemment, il est possible de se connecter via mon espace santé et de remplir le questionnaire en ligne. Et à droite, j'ai indiqué pour la Nouvelle-Aquitaine le nombre de bilans. On en avait jusqu'à fin juillet plus de 10 000 en Nouvelle-Aquitaine, avec évidemment un pic de la Gironde, évidemment, puisque c'est un département que l'on sait très peuplé, et des bilans par âge, avec de bons retours sur les jeunes, les 45-50 ans et les 70, en fait, de bons retours sur toutes les tranches d'âge, notamment les jeunes, ce qui augure d'un bel avenir et pour la prévention et pour les questionnaires mobiles en prévention et surtout pour mon espace santé. Merci. Merci Valérie. On voit qu'effectivement, l'usage de l'application est en pleine extension. On va d'ailleurs passer la parole à Hélène Montbereau, qui est infirmière dans un EHPAD et utilisatrice en tant que professionnelle de l'application Mon Espace Santé. Jérôme, Oui, ah, voilà, voilà. voilà. Donc, on vous propose un petit peu un format un peu plus interactif. On va faire une petite interview en fait en direct de Hélène Montbereau. Donc, Hélène, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Voilà, donc Est-ce je que vais tout le vous. monde m'entend? Oui. Ça a l'air, en tout cas. Voilà, donc je vais vous poser quelques Ok. questions. Donc, d'abord, Hélène, donc, je vais peut-être rapidement me présenter. Donc, moi, je suis Jérôme Silva, je travaille pour le GIP ESEA. On est une entité de l'Agence régionale de santé. Moi, ma mission sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est de m'occuper de mon espace santé, mais côté usager, et notamment de toutes les expérimentations autour de mon espace santé. Donc, Hélène, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors oui, bonjour à tous. Donc je suis Hélène Montbereau, infirmière coordinatrice d'un pôle ressources de proximité, donc situé sur Ézine, donc dépendant effectivement d'une structure EHPAD. Voilà, donc j'interviens en tant qu'infirmière au domicile des personnes, donc sur un territoire assez vaste, pour accompagner les seniors qui ne peuvent plus se déplacer pour la téléconsultation avec des spécialistes du CHU. Et du coup, la question essentielle, c'est comment aujourd'hui vous utilisez mon espace santé. Et dans cette question aussi se rajoute une petite, c'est de dire quel intérêt pour vous en tant que professionnel et aussi, bien sûr, quel intérêt pour les patients que vous suivez. Alors effectivement, donc comme expliqué, moi j'interviens auprès de seniors qui vivent au domicile sur un territoire très vaste.
Je les accompagne depuis la demande de téléconsultation auprès du spécialiste jusqu'à la mise en place de la conduite à tenir préconisée par le spécialiste. Donc pour cela, il me faut donc c'est pas forcément des personnes que je suis au quotidien, hein, ce sont pas des patients que je suis au quotidien. Donc effectivement, j'ai besoin d'avoir et de recueillir un maximum d'informations euh, médicales, d'informations aussi, même sociales, etc., que je puisse transmettre aux spécialistes, euh, voilà, qui en aura besoin lors de la téléconsultation. Alors déjà, effectivement, en amont de la téléconsultation, j'ai un besoin de recueil de données. Et donc ça, je le fais via le DMP. Donc, en tant que professionnel de santé, j'ai un accès au DMP qui me permet, alors via effectivement le profil qu'ils ont pu compléter, avoir des données, ne serait-ce que sur également le contact de l'aidant, de la personne de confiance, etc. D'avoir également un maximum d'informations médicales, d'avoir tous les documents que eux ils ont pu déposer dans mon espace santé, à récupérer également les documents médicaux que les autres professionnels de santé ont pu déposer également dans les documents. Donc, c'est vrai que voilà, en tant que professionnel de santé, on peut, avec accord du patient, accéder à cet espace-là qui permet d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir accompagner au mieux et transmettre les informations aux spécialistes. Après, Alors, effectivement, Hélène, juste un petit point pour préciser à tout le monde ce que vous avez parlé du DMP. Donc, pour que les idées soient bien claires pour tout le monde, on parle bien de la même chose. Le DMP est d'une brique de mon espace santé. Et c'est vrai que pour les professionnels, on parle, eux, ils alimentent et ils consultent le DMP, mais c'est bien une brique qui est intégrée à mon espace santé. Juste cette petite précision pour ceux qui ne maîtriseraient pas encore la terminologie. tout à fait, effectivement, comme expliqué là auparavant, c'est toute la partie documents médicaux avec donc la synthèse du profil médical, mais également les documents qu'ils ont pu alimenter dans mon espace santé. Voilà. Après, effectivement, donc se déroule la téléconsultation. Et puis par la suite, donc après cet échange avec le spécialiste va transmettre des ordonnances et des recommandations et un compte-rendu de tous les échanges qui ont pu se passer lors de cette téléconsultation. Et donc, c'est bien alimenté également donc, dans ce DMP et donc le patient peut accéder à mon espace, via mon espace santé, à ce compte-rendu et à ces ordonnances. Ce qui, alors, pour ma part, m'évite de devoir retourner, hein, comme je vous expliquais, j'interviens sur un territoire qui est assez vaste, m'évite de devoir retourner au domicile de la personne pour pouvoir transmettre, redonner effectivement en format papier les documents. Voilà, donc c'est un moyen sécurisé de pouvoir récupérer, transmettre tout ça pour améliorer en fait l'accompagnement du patient et voilà, voir tous les avantages de cet accompagnement. Et du coup, maintenant que vous utilisez dans votre quotidien mon espace santé, si on se projetait dans l'avenir, quelles seraient pardon, les évolutions dont vous auriez besoin en tant que professionnel, mais aussi les évolutions que vous pourriez analyser du côté patient pour encore faciliter ce parcours de soins? Parce que si je comprends bien un peu ce que vous nous expliquez, c'est que vous, dans votre pratique, c'est pour vous un gain de temps et aussi un facilitant pour bien préparer la téléconsultation. Alors maintenant, avec votre expérience qui commence à être de plus en plus importante autour de mon espace santé, quelle vision vous auriez pour l'avenir pour faire encore améliorer cet outil? Alors, effectivement, moi, j'interviens auprès de personnes et certaines personnes sont donc dans une situation de dépendance très avancée avec également des troubles cognitifs, des pathologies évolutives, etc. Donc, c'est vrai que donc je communique pas mal avec les aidants et voilà, ça serait d'avoir une solution pour pouvoir transmettre que effectivement les aidants puissent accéder au compte rendu également, etc. Parce que c'est eux qui vont accompagner vraiment l'aider
Voilà, donc c'est vrai que c'est une demande en tant que professionnel de pouvoir se dire comment on peut et par quel biais on peut donner les informations à l'aidant proche de la personne, du patient qui a eu sa téléconsultation. Et ma deuxième, effectivement, ce que je me rends compte, effectivement, c'est voilà, ce sont des personnes qui ne manipulent pas forcément mon espace santé. Donc, c'est vrai que là, on essaye de plus en plus, hein, les ambassadeurs sont là également pour ça, de pouvoir expliquer et l'outil, hein, justement, de mon espace santé et que ça soit de plus en plus généralisé et ouvert. Voilà. Tant côté spécialiste qui alimente et tant sur l'usage aussi, l'usager qui va pouvoir utiliser mon espace santé. Et une question en plus que je rajoute comme ça à la dernière minute. Vous, vous êtes infirmière coordinatrice, donc ça veut tout dire, hein, ça veut dire que vous devez coordonner tout ce parcours du soin. En tant que professionnel, qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas présent dans mon espace santé et qui pour vous aurait un intérêt majeur dans ce parcours justement de soins des patients que vous accompagnez? Purement votre vision professionnelle, qu'est-ce qui aujourd'hui vous manque dans mon espace santé? Euh, alors, au niveau fonctionnalité, enfin, je partirai pas sur une fonctionnalité à proprement parler. Ça va être effectivement de pouvoir récupérer les données simplement, voilà, voilà, que ça soit organisé, hein, que ça soit vraiment bien organisé et que ce soit alimenté en systématique par tous les professionnels de santé également. Voilà, moi, c'est vraiment plus le côté alors ça va venir, hein, mais de se familiariser avec cet outil et vraiment que ça soit un outil qu'on puisse utiliser. Ben voilà, moi, j'en ai réellement besoin. Et s'il me manque des informations dessus, bah, forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour coordonner, voilà, tout ça. Donc, c'est, voilà, organiser, que ça soit organisé et que ce soit alimenté. Ok, parfait. Donc là, ça tombe bien parce que sur la structuration des documents qu'il y a dans mon espace santé côté professionnel, c'est justement des travaux qui sont en cours pour que mon espace santé ne devienne pas un fourre-tout et que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin, que ça soit bien structuré, bien organisé. Très bien. Merci beaucoup, Madame Montbereau, pour cette intervention. Maintenant, on va donner la parole côté patient et on va donner la parole à Cathy Merci. Sorin. Si Cathy, tu peux te Oui, connecter. bonjour. Oui, Bonjour je suis Cathy, là. eh ben, on va reprendre les mêmes questions. Cathy, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, pardon, te présenter? Moi, je m'appelle Cathy, je suis patiente partenaire au sein de France Sclérose en plaques. Je suis également représentante des usagers, éducatrice formée en éducation thérapeutique, ambassadrice de mon espace santé. En fait, j'aime bien changer de casquette. Donc voilà, à titre... enfin, je ne me résume pas qu'à la sclérose en plaques, hein, mais comme on est là pour parler de mon espace santé, on va parler de sa santé. Et je suis aussi aidante de mes parents. Donc j'utilise mon espace santé sous différentes formes. À la fois, j'en parle, je le communique, j'apprends à s'en servir. Et puis pour mes parents, mais je m'en sers moi, ce qui est quand même plus simple. Ok, très bien. Justement, Cathy, c'est ça qui nous intéresse. C'était deux approches de mon espace santé. Donc, je vais te poser la question, comme j'ai posé à Hélène Montbereau, c'est toi aujourd'hui, comment tu l'utilises? Quels sont les avantages pour toi? Et si tu peux nous faire du coup les deux prismes, ton prisme en tant que patiente et ton prisme en tant qu'aidante, que aidante de tes parents, quels sont les intérêts des deux côtés pour toi? Alors, je me suis fait des petites notes Vas-y, parce vas-y, qu'en fait, fais. c'est quand même naturel de s'en servir. Parce que moi, depuis que je l'ai, je trouve qu'il y a une facilité pour éviter de rechercher les documents,
une facilité pour éviter de partir chez, par exemple, dans mon cas, un neurologue avec le classeur qui fait 10 centimètres d'épaisseur avec tous les comptes rendus d'IRM, par exemple. C'est la même chose pour la communication entre professionnels de santé. Ça me permet d'y avoir accès, alors que jusqu'à présent, je demandais une copie à la secrétaire médicale. Déjà, ça m'évite de la déranger, mais ça permet aussi de savoir ce que disent les professionnels entre eux. Alors parfois, on ne comprend pas, hein, parce que c'est des mots médicaux, mais enfin des termes médicaux, mais au moins, je trouve qu'on a plus d'informations aussi. Et ensuite, moi, je sais que comme voilà, ça va. Si on reprend les mêmes questions. Ça sera sur le côté alimenter mon espace santé par plus de monde, mais en l'occurrence, quand on a des résultats d'examen, si c'est pas le cas, moi je l'alimente moi-même parce que je préfère scanner un document que j'ai à la maison en le faisant tranquillement et ne pas manquer de documents quand je suis à un rendez-vous ou je sais pas, chez ma généraliste et qu'elle n'a pas encore trouvé elle le compte-rendu qu'elle a, hein, mais bon, parfois ils n'ont pas le temps de voilà, donc moi je retrouve facilement. Je trouve que la partie patiente qui permet de classer aussi, de se faire des thématiques et des dossiers, bah, ça permet de retrouver beaucoup plus facilement les éléments. Ce que j'utilisais peu, mais que maintenant je commence à me servir, c'est ma messagerie, notamment quand j'ai des renouvellements d'ordonnance ou par exemple le transfert de la carte mutuelle avec la pharmacie. En ce moment, on est sur la période donc des dématérialisations et puis les pharmacies changent d'année, donc il faut renvoyer sa carte de mutuelle. Avant, je le faisais avec une messagerie, on va dire, non sécurisée. Aujourd'hui, je le fais par le biais de mon espace santé. Voilà. Et ça me permet aussi d'avoir, ça c'est la première partie, mais ça me permet aussi d'avoir tout à portée de main, en fait, à n'importe quel moment. Donc c'est pratique. J'envisage pas forcément d'aller aux urgences tous les 4 matins, mais si ça arrive, je peux répondre, enfin dans la mesure du possible, je peux répondre au médecin. Voilà, donc ça c'est la partie intéressante. Et pour mes parents, en fait, bah, ça permet d'avoir les ordonnances, parce que eux ne les emmènent pas systématiquement, et ils vont confondre parfois certains médicaments. Donc moi, ça me permet de suivre. Normalement, je les accompagne, mais comme j'habite un peu loin de chez eux, ça me permet, selon l'importance du rendez-vous, de ne pas être sur place, mais d'avoir quand même le compte-rendu et parfois de réexpliquer ce qu'ils n'ont pas forcément compris en première instance. Et de la même manière, je trouve que c'est quand même pratique de classer les documents de ses parents parce que quand il faut retomber dans les alors, tout est rangé, hein, tout est dans des classeurs, mais tous les classeurs sont au même endroit. Et il faut trouver le bon classeur. Et ils sont tous bleus, bien sûr. Donc, c'est une facilité aussi d'organisation, puis ça modernise aussi. C'est pratique. Et quand on fait des rendez-vous où ils ont oublié la dernière prise de sang parce qu'ils se disaient, bah, le généraliste l'a vu, mais le neurologue n'en avait pas besoin. Finalement, le neurologue en a besoin. Hop, moi, je peux le sortir facilement, quoi. Et je trouve bien, par exemple, parce que bon, il y a une évolution à avoir, mais moi j'ai accès avec l'autorisation de mes parents à être sur leur espace santé. Mais je trouve bien d'avoir la sécurité, et c'est un choix de ma part, d'avoir mis le code sur le téléphone portable de mes parents. Chacun a le sien. Ce qui fait qu'ils reçoivent le SMS pour que moi, quand je puisse accéder à leur espace santé, ce qui fait qu'à chaque fois, ils sont informés que j'accède à leur espace santé. Et de la même manière, on peut aussi savoir qui consulte notre espace santé chez les professionnels de santé. Parce qu'on reçoit, alors moi je l'ai par mail, après je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais comme quoi quelqu'un a consulté l'historique de notre espace santé. Et je trouve ça intéressant. D'avoir ces informations-là. Parfois, on se demande pourquoi, et puis parfois, on ne se pose pas la question, hein. Mais au moins, c'est différent d'un carnet qu'on peut oublier, perdre, et que tout le monde peut retrouver, euh, un carnet papier comme à l'ancienne, mais au moins, voilà.
Et du coup, Cathy, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les évolutions en tant que, ben, toujours vos deux casquettes, sous vos deux casquettes, vos deux prismes en tant que patiente et en tant qu'aidante, quelles évolutions seraient nécessaires pour améliorer ce parcours de soins et un peu améliorer ces échanges avec les professionnels, avec l'aide de mon espace santé? Quelles perspectives vous verriez pour vraiment encore améliorer ces parcours? Alors, moi, il y a vraiment un point qui me gêne pour moi en tant qu'aidante, mais également quand je fais la promotion de mon espace santé, c'est les personnes qui n'ont pas d'adresse mail. Je sais que c'est un point qui est compliqué, je l'entends et je le comprends. Je trouve juste qu'il y aurait moyen peut-être de trouver une, de la même manière qu'on est informé par le SMS comme quoi il y a une sécurité, voilà, je trouve que tout le monde n'a pas d'adresse mail. Parfois, ça pourrait, avec autorisation, alors je ne sais pas l'informatique aujourd'hui, ce que ça permet, mais de pouvoir créer un espace santé pour tout le monde dès l'instant où, voilà, ça c'est, je sais qu'il y a des contraintes légales et je les entends. Je dis juste que parfois, ceux qui n'ont pas d'adresse mail, ne peuvent pas profiter de l'espace santé qui, quelque part, est créé en plus, puisqu'ils sont alimentés même quand on n'active pas de son côté de patient. Donc ça, c'est une première chose. Après, moi, ce que j'aimerais bien mettre, c'est les mises en avant. Quand on est diabétique, quand on est sous anticoagulant, vraiment, c'est ce qui devrait presque apparaître en premier euh, euh, quand l'espace santé s'ouvre, pas pour le patient, parce que le patient sait que lui-même, en principe, il est sous anticoagulant, mais sur les soignants, parce que parfois, on peut être conscient, mais désorienté. Et puis pas forcément se rappeler que c'était ça, parce qu'on vient, parce qu'on a très très mal au dos, et qu'on a oublié qu'on était sous anticoagulant. Il se trouve qu'en plus, c'est le médecin qui remplace le médecin de d'habitude. Enfin bref, des situations qui peuvent exister et donc qui permettraient de ne pas forcément faire une erreur médicamenteuse ou, euh, dans un cas de personnes non, 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 enfin, non, enfin, qui sont, par exemple, pas en état de répondre aux questions, pardon. Ça, et puis, il peut y avoir aussi les allergies médicamenteuses. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui arrive inconscient et qui doit faire un scanner, mais qui est allergique à l'iode. Il se trouve que, par exemple, c'est un sujet que je connais très bien, puisque c'est le cas de mon père. C'est une allergie pas forcément courante, mais on est systématiquement obligé de le préciser. Je me dis que si un jour il n'est pas conscient, il faudrait pas que... Voilà. Donc, je trouve que ça, vraiment le mettre en avant, ça serait une bonne chose. J'ai cru voir, ou en tout cas, ça ne saurait tarder si... En tout cas, moi, j'ai vu dentiste et kiné pour qu'ils puissent avoir accès, à la fois pour moi en tant que patiente, je trouve super. Après, moi, je fais un compte rendu parce que je comprends aussi tout ce qui se passe et mon rôle de patiente partenaire me permet de comprendre tout ce que me disent les médecins. C'est pas forcément le cas de tous les patients non plus. Et c'est pas forcément qu'une question d'âge. Ça, c'est important dans l'évolution d'intégrer comme ça je crois, du paramédical. Et puis les dentistes, pour les mêmes raisons, je pense toujours à l'anticoagulant et notamment quand il y a une extraction dentaire. Alors ça, S'assurer. pour répondre, Cathy, donc ça, c'est vraiment des adaptations de leur logiciel métier qui sont en cours pour les dentistes et qui vont être en cours pour tous les paramédicaux dans leur ensemble, pas spécialement que les kinés, mais de manière générale, les paramédicaux, c'est des évolutions sur l'année 2026 qui vont leur permettre cette accessibilité directement de leur logiciel métier. Ça va être possible. Et une autre petite précision, par rapport à vos remarques, donc je voyais Hélène qui acquiesçait sur Oui. certains avec la tête. C'est un sujet qui a été remonté, et d'ailleurs Michel Chapeau y a participé, pendant l'expérimentation maladie chronique, justement, de ce besoin de clairement identifier des incompatibilités, plus pas que des allergies, mais aussi des pathologies spécifiques qui peuvent être lanceurs d'alerte ou des gens qui ont des dispositifs médicaux ou qui ont des traitements expérimentaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est remonté assez rapidement. Moi, je trouve aussi intéressant, par exemple, que les hôpitaux jouent le jeu. Je sais que ça doit être un peu compliqué, mais quand, par exemple, on va faire un examen dans un hôpital, je, je suis encore surprise
que ça ne soit pas intégré directement dans mon espace santé de la même manière que quand on fait une prise de sang, les laboratoires le mettent sur mon espace santé. Donc, Alors, ça, peut-être Cathy, que c'est le même. c'est Ça faute va à pas de arriver, chance. c'est juste, non, c'est pas faute à pas de chance, toujours pareil, c'est des compatibilités de logiciels métiers qui peuvent prendre plus ou moins un peu plus de temps en fonction de l'établissement, sachant que chaque établissement a son propre logiciel métier, qui sont regroupés en plus, qu'il faut avoir un logiciel commun, voilà. Ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Donc, c'est pas incohérent qu'il y ait, sur certains établissements, ça ne fonctionne pas encore complètement. Et enfin, ça c'est peut-être un peu le côté moderne, mais qu'il y ait une synchronisation de tous les agendas. Ça, oui. L'agenda, c'est Ouais. super, mais Ouais, on ça. ne sait jamais lequel sonne en fait. Là-dessus, on est tous d'accord là-dessus. Je crois Ouais, que mais moi, on me demande ce que je ouais, ouais, vous veux. avez On complètement, est, c'était le on est but. à 15 Ouais, jours de Noël. ouais, c'est Moi, ça. je Ouais. me... Ouf. Vous avez raison. Il faut. En plus, Valérie est là, donc elle le sait. On l'a déjà dit 1000 fois, mais ouais, c'est pas. C'est vraiment ouais, quelque chose qui est un agenda commun. Ouais, tout à fait. Parce que c'est pas la même chose. Enfin, je sais pas au niveau des marquer juste le rendez-vous du médecin n'est pas forcément une grande confidentialité. Donc Ouais, ouais, voilà, ça c'est c'est plus vraiment. pratique. Merci beaucoup, Cathy, pour cette Merci intervention. Merci beaucoup, Hélène, de pour cette m'avoir sollicité. intervention. Et du coup, ben, pour ceux qui auront des questions, on leur redonnera la parole. Et moi, je vais vous rentrer dans le vif du sujet et vous présenter de façon plus précise les essentiels de mon espace santé. Et donc, on a 30 minutes et je vais aussi avoir, je pense, le temps aussi de vous démontrer l'outil côté patient. Alors, petit rappel rapide, mon espace santé, aussi bien sur côté usager, aussi bien sur une application que sur l'ordinateur. Les deux côtés, les process d'accès sont exactement les mêmes, d'authentification sont exactement les mêmes. Petit rappel aussi sur les fonctionnalités. Donc, mon espace santé, il englobe tout ce que vous a décrit Valérie au début. Il englobe aussi une messagerie sécurisée. Donc, ce qui veut dire que vous, en tant que professionnel, comme vous disposez de messagerie sécurisée de santé, avec cette messagerie sécurisée de santé, vous pouvez à la fois communiquer entre professionnels, mais maintenant, vous pouvez aussi communiquer avec votre patient par le biais de cette messagerie sécurisée. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, et notamment pour les bilans que vous pouvez faire, les bilans suite à vos investigations auprès du patient, ces bilans que vous remontez ou ces bilans que vous pouvez envoyer, par exemple, au médecin généraliste, vous pourriez éventuellement aussi remonter ce bilan ou certaines autres informations ou le plan d'accompagnement que vous pouvez mettre en place, vous pourriez l'envoyer, plutôt que l'envoyer par des messageries classiques, vous pourriez l'envoyer par la messagerie sécurisée citoyenne. Et du coup, moi, en tant que patient, je la recevrai directement sur mon espace santé dans un canal sécurisé. Et c'est exactement le même outil que vous communiquiez entre professionnels, que vous communiquiez avec la messagerie sécurisée citoyenne. Le seul petit bémol qui change, c'est que ce canal de discussion entre vous et le patient, il est ouvert et fermé par vous en tant que professionnel. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, hormis le cas qu'a précisé Cathy tout à l'heure sur le sujet des pharmaciens, où je peux échanger avec eux sans que forcément ils aient ouvert le canal. Par contre, avec les autres professionnels, moi, je ne pourrais jamais engager une conversation à partir du moment où vous ne m'aviez pas déjà envoyé un premier message. Ça fonctionne comme ça. Donc, pour résumer, que ça soit clair dans vos têtes, côté usager, quand on est patient, on parle de mon espace santé. Côté professionnel, on alimente et on consulte le DMP, c'est la rubrique où il y a tous les comptes rendus médicaux, et on utilise la messagerie sécurisée citoyenne ou la messagerie sécurisée tout court entre professionnels. Et tout ça, ces deux fonctionnalités-là, elles sont englobées dans mon espace santé. Quelques règles très simples. Aujourd'hui, tous les Français ont un espace santé qui a été créé. Il y a deux exceptions. Les personnes où l'assurance maladie n'avait pas de données fiables, et comme le précisait tout à l'heure Cathy, à partir du moment où on n'a pas d'adresse mail et pas de données fiables, il n'y a pas de création de mon espace santé. Et le deuxième cas où il n'y a pas eu d'espace santé, mais les personnes qui n'ont pas eu de création, c'est à la marge aujourd'hui. Il n'y en a plus beaucoup. Par contre, il reste un cas de figure, c'est pour les enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance. Là, pour l'instant, eux n'ont pas d'espace santé qui a été créé, parce qu'ils n'ont ceux qui n'ont jamais eu de représentants légaux. Donc moi, en tant que professionnel, à partir du moment où mon patient ne s'est pas opposé à mon espace santé, il est créé. Qu'il l'ait activé ou pas activé, qu'il aille dessus, qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas, moi, en tant que professionnel, je peux quand même l'utiliser à partir du moment où il ne s'y est pas opposé.
Ce qui veut dire que moi, en fonction de ma matrice d'habilitation, en fonction de mes autorisations avec ma carte professionnelle, eh ben, ça va m'ouvrir des droits sur ce dont j'ai accès dans mon espace santé. Ça, c'est côté professionnel. Professionnel, à retenir, moi, je peux alimenter et consulter l'espace santé à partir du moment où le patient ne s'y est pas opposé. Activé ou pas activé. Par contre, moi, en tant que patient, je dois, si je veux accéder à mon espace santé, l'activer. Et là, une fois que je l'ai activé, j'aurai la possibilité de recevoir des messages, de consulter des documents et de gérer toutes les confidentialités qu'il peut y avoir dans mon espace santé. Les droits du patient, on en reparlera tout à l'heure rapidement quand je vous ferai la démonstration, mais sur les droits du patient, moi, en tant que patient, j'ai le droit de masquer une partie des informations qui sont dans mon espace santé, c'est-à-dire qu'un document qui a été déposé par un professionnel, je peux décider de le masquer pour pas qu'il soit visible aux autres professionnels. Par contre, je ne pourrai jamais le masquer à l'auteur ou supprimer celui de l'auteur. J'ai le droit de bloquer un professionnel en amont, en aval, donc une fois qu'il s'est connecté ou en amont de sa connexion. Chaque fois qu'un professionnel se connecte à mon propre espace santé, je peux recevoir soit un SMS, soit un mail qui m'informe que le professionnel a consulté, le professionnel a déposé un document ou que le professionnel m'a envoyé un message dans la messagerie sécurisée. Donc, en fait, concrètement, quand vous envoyez un message dans la messagerie sécurisée, dans ma messagerie sécurisée, moi, je reçois une notification pour me dire, attention, un professionnel vous a déposé un document dans votre messagerie sécurisée citoyenne. Je peux refuser en tant que patient l'ajout d'un document. Par contre, il faut que j'invoque, donc maintenant, ce n'est plus un motif légitime, c'est un motif pertinent. Exemple pour les mineurs, pilule du lendemain et IVG. Et je peux bien sûr réguler tous ces accès à mon espace santé et aussi réguler bien sûr l'accès des urgences. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne côté professionnel. Alors, professionnel, pour ceux qui ont déjà un logiciel métier où c'est intégré dedans, ils vont se connecter directement à leur logiciel métier. Pour ceux qui n'ont pas encore ce logiciel métier, ils ont quand même la possibilité de se connecter à mon espace santé par le biais du web DMP. Donc, en fait, c'est très simple. J'ai ma carte professionnelle, ma carte CPS, je branche ma carte CPS, je vais me connecter à mon espace santé, je dois qualifier l'INS de mon patient. Donc, qu'est-ce que c'est le numéro de l'INS? C'est les 5 traits d'identité-vigilance qui vont m'assurer que ce patient est bien le bon, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, code INSEE de la ville de naissance. Et grâce à ce numéro INS qui est pour nous aujourd'hui encore notre numéro de sécurité sociale, mais que pour tous les nouveaux, c'est un autre code qui nous suivra comme disait Valérie en introduction, ça va nous suivre tout notre parcours de soins et c'est comme ça qu'on nous qualifiera pour être bien sûr que c'est bien nous. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent quand on va dans les établissements sanitaires, quand c'est la première fois qu'on vient, ou voire même quand on y va régulièrement, ils nous demandent notre carte d'identité pour bien vérifier que c'est bien nous. Ça, c'est une phase très importante de l'arrivée de mon espace santé, de renforcer aussi tout ce qui est identito-vigilance autour du patient et pour éviter, bien sûr, les erreurs. Chaque fois que je me connecte, petit rappel, très important, chaque fois que je me connecte, ça donne lieu à une notification au patient. Une fois que je me suis connecté, la question qui tombe, est-ce que le patient m'a autorisé à accéder à son espace santé? Et dans quel cadre j'accède à mon espace santé? Parce que dans le cadre des urgences, je n'ai pas l'obligation de demander le consentement du patient pour aller regarder son espace santé. Une fois que je me suis connecté, vous voyez, je peux venir récupérer, soit je peux aller sur le carnet de vaccination et venir remplir les vaccinations, soit je peux aller voir qu'est-ce qui a été rempli dans les directives anticipées, dans le don d'organes, je peux aller récupérer les coordonnées pour récupérer tout ce qui est personne de confiance, la personne la personne à prévenir en cas d'urgence. Je peux récupérer les derniers documents ajoutés. Et en fait, à chaque fois, j'ai la possibilité, vous voyez, de trier les documents en fonction du type de document. Je peux trier en fonction du type de document. Je peux trier en fonction de qui a prescrit l'examen et la date du document, la date de réalisation ou la date de dépôt. Voilà, j'ai plusieurs critères de recherche pour les professionnels pour pouvoir voir ces documents dans mon espace santé. Pourquoi je vous montre les deux, je fais exprès de vous montrer les deux versants,
c'est parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes visions entre patient et professionnel. Et vous verrez que côté patient, on peut structurer d'une certaine façon mon espace santé, mais ça n'a aucun impact derrière pour le professionnel. Lui, il a sa propre grille de lecture et sa propre possibilité de filtrer les documents. Ça, c'est des règles qui sont très importantes, juridiques, autour du droit du patient en termes d'alimentation et de consultation de mon espace santé. En termes d'alimentation, je dois informer par tout moyen mon patient que je dépose des documents dans son espace santé. Je dois l'informer par tout moyen. En fait, s'il n'est pas d'accord, il faut qu'il m'invoque un motif pertinent. C'est-à-dire que moi, en tant que professionnel, j'aurai toujours en dernier recours la possibilité de déposer ou pas déposer. Concrètement, ça se fait bien sûr en accord avec le patient, mais dans les textes, je dois l'informer par tout moyen pour déposer un document dans mon espace santé. Ce dépôt, je peux le faire de façon instantanée, c'est-à-dire ce que nous on appelle en automatique, ou alors je peux le faire en décalé, c'est-à-dire exemple, en oncologie, il va y avoir une annonce, je ne veux pas que le patient récupère ce document de façon brute, et je décide qu'il sera visible pour le patient dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Voilà. Par contre, au-delà de 3 mois, ce document, il sera visible. Il faut bien retenir la notion que dans mon espace santé, tout ce qui est déposé sera visible par le patient. Quoi qu'il arrive, que ce soit tout de suite ou dans 3 mois, au bout d'un moment, il verra ce qu'il y a dans mon espace santé. Donc, il y a vraiment cette notion pour l'alimentation de motifs pertinents. Et je vous disais, l'exemple de motifs pertinents, ça peut être IVG, pilule du lendemain, etc., etc. Pour la consultation, là, on est vraiment sur un consentement. Alors, on est sur un consentement et en plus, il y a un consentement qui est oral. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas l'obligation de rédiger un document de consentement. C'est un consentement oral. Par contre, si le patient s'y oppose, si je suis contre, vous ne pouvez pas y aller dans mon espace santé. Je suis contre, c'est terminé, vous ne pouvez pas y aller. La seule condition où éventuellement vous pourriez y aller, c'est en situation d'urgence, à la condition que dans mon espace santé, je n'ai pas aussi interdit l'accès des urgences. En fait, ce que je veux bien que vous compreniez, c'est que dans mon espace santé, c'est vraiment le patient qui a la main sur ce carnet de santé numérique. Donc, il y a vraiment ces deux notions. Je dépose des documents, je dois l'informer par tout moyen, je consulte, je dois lui demander son accord. Voilà. Et l'accord, il est donné à toute l'équipe qui le prend en charge. Nous, on appelle la notion d'équipe de soins. C'est toute l'équipe, quand vous êtes dans un service, c'est toute l'équipe qui a le consentement. Donc, si vous êtes par exemple dans un service de gériatrie, ça va être toute l'équipe du service de gériatrie qui va, ou dans un SMR, c'est vraiment toute l'équipe du SMR qui aura l'autorisation d'aller consulter cet espace santé. Et par contre, il faut que ça soit bien sûr sur le même épisode de soins. Autrement, il faudra lui redemander son consentement. Quelques chiffres rapides pour vous dire un peu où on en est et comment c'est utilisé. Alors, côté alimentation et consultation du dossier médical, on vous a fait un résumé un petit peu de la situation. Au niveau alimentation, ceux qui déposent le plus dans mon espace santé, c'est les professionnels de santé libéraux. Ceux qui déposent en deux, ce sont les établissements sanitaires. Et quel type de documents ils déposent? Ça paraît assez cohérent. C'est des examens de biologie et des prescriptions de médicaments. Et en 3, bien sûr, l'imagerie médicale. Voilà, ça, c'est l'essentiel de l'alimentation. Au niveau de la consultation, en priorité qui consultent, c'est les professionnels de santé libéraux. C'est eux qui consultent en priorité. En 2, les pharmaciens. Et en 3, les établissements sanitaires. Alors, pourquoi les établissements sanitaires sont en 3? C'est parce que, pour l'instant, la procédure pour eux, pour consulter l'espace santé, était un petit peu compliquée. Là, en 2026, ça va simplifier et la consultation va vraiment rentrer dans un usage, on va dire, industriel, si je puis dire ainsi, de mon espace santé. Et qu'est-ce qui consulte les professionnels de santé? En priorité, les examens de biologie, en 2, l'imagerie médicale et en 3, la prescription. Nous, en tant que patient, qu'est-ce qu'on va y faire dans mon espace santé? C'est assez simple. Au niveau de l'alimentation, en priorité, on remplit le profil médical. Dans le profil médical, on va le voir juste après. On va pouvoir y mettre nos allergies, nos épisodes de soins, la personne de confiance. Et cette partie-là qui est en priorité, qui est remplie aujourd'hui par les utilisateurs de mon espace santé. En 2, on dépose encore des comptes rendus de biologie, mais à la longue, on n'aura plus en tant que patient le besoin de déposer ces comptes rendus parce que
tous les laboratoires le déposeront de façon systématique. Donc, nous, on n'aura plus besoin, comme l'expliquait Cathy tout à l'heure, où elle a encore besoin à des moments de déposer des documents qui n'ont pas été intégrés. Ben là, ça se fera assez naturellement. Et en troisième, c'est tout ce qui est volonté et droit du patient. C'est tout ce que je vous expliquais, directive anticipée, personne de confiance. Qu'est-ce qu'on consulte? Principalement les prescriptions médicales, les examens de biologie et bien sûr l'imagerie, tout ce qui est imagerie médicale. Voilà un petit peu un résumé de comment est utilisé aujourd'hui mon espace santé. Comment on fait pour mettre en place mon espace santé? Ben, un petit résumé, on a mis en place tout un réseau d'ambassadeurs. Vous en avez ici des ambassadeurs qui sont venus témoigner pour vous donner des chiffres d'usage. Donc la Nouvelle-Aquitaine, on est une des premières régions de France en termes d'activation de mon espace santé. On a des départements qui atteignent les 40% de personnes qui ont activé leur espace santé. On a un objectif l'année prochaine de 50%, donc un néo-aquitain sur deux qui sera utilisateur de mon espace santé. Là, vous avez quelques chiffres et la représentation. Donc, on a aujourd'hui 500 personnes sur le territoire et plus de 160 structures relais qui, tous les jours, parle de mon espace santé et incite les gens à utiliser mon espace santé ou du moins leur expliquer réellement ce qui se passe. Voilà les missions des ambassadeurs qui vont de l'information à la sensibilisation, à l'organisation d'événements autour de mon espace santé ou en collaboration avec d'autres événements, notamment pour les dépistages et pour la prévention, ce dont parlait Valérie au début, qui est aussi important et qui mon espace santé a un rôle très important. Et on a aussi des ambassadeurs qui vont aider aux usages, même s'il y a un 34-22, on a décidé d'avoir des ressources sur le terrain qui expliquent les usages et aussi la possibilité, bien sûr, de former, bien évidemment, à mon espace santé. On a mis des outils à disposition pour l'ensemble des ambassadeurs pour pouvoir faire la promotion de mon espace santé avec des flyers INS, une application qui explique l'INS, un mode démo auquel je vais utiliser dans quelques instants et une plateforme plus pour les aider aussi dans leur compréhension et explication de mon espace santé. Et la toute nouvelle, la petite dernière qui vient de sortir, c'est qu'aujourd'hui, sur le portail des EA, on a la possibilité de voir les structures relais qui peuvent m'aider moi en tant que patient, mais aussi moi en tant que professionnel pour aider mes patients ou mes bénéficiaires ou les gens que j'accompagne par exemple dans les programmes Aetna, les personnes que j'accompagne pour les aider à activer mon espace santé. Voilà, cette petite cartographie, elle est accessible, on vous a mis le lien et donc on clique sur le département et on a la liste de toutes les structures qui peuvent nous aider ou aider mes patients dans l'activation de mon espace santé et les utilisations. Ce que je vais vous proposer maintenant, alors je vais arrêter le partage et je vais vous montrer dans les 10 dernières minutes qui me restent la présentation de mon espace santé, l'outil en lui-même. Alors, je vais vous demander quelques instants parce que j'ai une petite manipulation à faire. Voilà. Alors, hop, et je vais partager. Alors, juste Alexia, si tu peux me faire un petit signe pour me dire si c'est bon, si on voit bien tout. Alexia ou Valérie, c'est bon, on voit? Parfait, merci. Merci, super. Alors, comme je vous disais, on a la possibilité de démontrer mon espace santé à n'importe qui avec un mode démo qui nous permet de rentrer dedans et c'est ce qu'on va faire. On va aller voir comment fonctionne mon espace santé côté usager. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer quand même simplement comment on s'y connecte. On a téléchargé l'application, je mets sur le mode, voilà, je fais simplement me connecter et je dois créer mon espace santé, donc je dois le créer, donc je dois créer un mot de passe, un identifiant, et lors de la première connexion, quand je fais activer mon profil, en fait, il me faut ma carte vitale, mon numéro de série de ma carte vitale, et après, je rentre ma date de naissance, le numéro de série de ma carte vitale, je vais recevoir des codes provisoires et je vais pouvoir créer un identifiant, un mot de passe, et bien sûr, je recevrai un code à 6 chiffres qui me permettra de me connecter à mon espace santé. Et c'est là où disait Cathy, pour des raisons de confidentialité des données et de sécurité des données, on a l'obligation pour le carnet de santé numérique d'avoir une adresse mail. Donc, premier problème pour certaines populations. Et deuxième, qui peut être deuxième irritant, c'est qu'en plus, il faut absolument que ce soit des adresses mail personnelles. Donc, par exemple, dans les couples, souvent, il y a une adresse mail pour les deux. Non, il faut que chacun ait son adresse mail. C'est réglementaire.
c'est des questions de cybersécurité et de sécurité des données personnelles. C'est obligatoire, on ne peut pas y déroger. C'est pour ça que le rôle de l'aidant est important pour nous, pour justement contourner ces problèmes de connexion ou de non-connexion pour certaines populations. Mais je veux quand même que vous rappeliez bien que même si moi, en tant que patient, pour n'importe quelle raison, je ne peux pas me connecter à mon espace santé, les professionnels, à partir du moment où je ne m'y suis pas opposé, peuvent s'en servir. Hein, ça, c'est vraiment important. Alors, le mode démo. Alors, comment ça fonctionne? On va retrouver toutes les informations de prévention qui vont apparaître, donc tout ce dont parlait Valérie tout à l'heure, donc qui vont apparaître en première page, ou en fonction de ma tranche d'âge, j'ai les questionnaires aux âges clés. Et cette prévention, je vais pouvoir aussi la retrouver dans une rubrique dédiée qui est consacrée essentiellement à la prévention. Et c'est là, ici, où on pourrait éventuellement, vous voyez, j'ai l'habitude de manger des fruits et des légumes, je mange des aliments gras, etc. Pour être intéressant aussi dans un programme que des informations soient passées ici en termes de prévention, en termes de sport santé, qui puissent avoir un intérêt aussi à cette partie de mon espace santé pour transmettre des messages de prévention. Et ces messages de prévention, ils sont compatibles avec l'agenda, donc c'est-à-dire qu'ils pourraient me faire des rappels dans mon agenda de prévention, de n'importe quel type de prévention, d'examen ou d'activité, et qui pourrait me lancer des alertes pour me dire, hop, aujourd'hui, je n'ai pas fait mes 30 minutes de marche, aujourd'hui, je n'ai pas fait mon exercice physique, ou ainsi de suite. Donc, il y a cette corrélation entre la prévention et l'agenda qui pourrait aussi, moi, en tant que patient, m'inciter à faire de l'activité physique adaptée ou autre ou des examens complémentaires, etc. Donc, je pourrais avoir cette possibilité avec mon espace santé d'avoir comment dire, ces éléments-là. L'essentiel de mon espace santé, c'est ici, c'est la partie documentech. C'est ici qu'on va récupérer l'intégralité des comptes rendus. C'est la partie document. Et c'est ici que je vais pouvoir réguler les accès ou je vais pouvoir gérer les confidentialités. Soit il est visible, soit il n'est pas visible. C'est moi qui choisis, c'est moi qui régule cet accès-là. Avec le plus ici, j'ai la possibilité aussi, moi, en tant que patient, de déposer des documents dans mon espace santé. Je peux faire tout ce que je vous montre ici. Les fonctionnalités, c'est exactement les mêmes sur la partie ordinateur. On est dans les mêmes fonctionnalités. Moi, je trouve que l'application est plus facile pour les gens qui ne sont pas forcément doués avec l'informatique, mais on peut faire très bien des deux côtés les utilisations de mon espace santé. Toute cette partie documentech, ce que disait Cathy tout à l'heure, moi, je peux la structurer en créant des dossiers. Et cette structuration que je fais, où par exemple, je me fais un fichier cardio, un fichier pneumo, un fichier sport santé, un fichier mes exercices avec la plateforme Etna, tout ce que je peux recevoir dans mon espace santé, je peux l'intégrer et je peux le ranger par case comme ça. Par contre, c'est pour moi, uniquement pour moi. C'est-à-dire que moi, si je suis votre médecin, je vais rentrer dans votre espace santé, vous vous rappelez, moi, j'aurai l'autre vision. Toute cette classification que vous avez faite, moi, je ne la verrai pas. Elle est vraiment propre à vous, cette classification. Ce dont je vous parlais et ce dont on a beaucoup discuté, c'est ici que je vais récupérer les messages que vous m'auriez envoyés par la messagerie sécurisée citoyenne. Et en fait, je vais recevoir votre message. Et s'il y a une pièce jointe, cette pièce jointe, je peux décider de l'intégrer ou pas à mon espace santé, à la partie, c'est-à-dire revenir en arrière et venir la mettre ici dans la partie documentech. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est-à-dire que si j'ai un document confidentiel, en tant que professionnel, j'ai plusieurs options. Soit je décide de la déposer dans la partie documentech, commun à tous les professionnels qui sont autour de la prise en charge de mon patient. Mon patient, lui, il a la possibilité de dire bah oui, ça sera visible par les autres ou non. Soit je suis sur un document sensible et je considère que ce document, il doit être visible que par mon patient. Ou soit je suis sur un document qui n'a d'intérêt que entre moi et mon patient. Dans ce cas-là, je le dépose, j'utilise cette messagerie sécurisée citoyenne et il vient s'intégrer ici en pièce jointe d'un mail classique. Par contre, de ce mail sécurisé, je ne pourrais pas communiquer avec une boîte mail classique. Je parle à mon patient que par la messagerie sécurisée que j'ai en tant que professionnel. Et c'est des communications comme ça et essentiellement comme ça. Et moi, si je peux là, par exemple, Christelle Thomas la pharmacie Dupont, pardon, m'a envoyé un mail, moi, je peux lui répondre à partir du moment où elle a ouvert ce canal de discussion. Si le professionnel ne m'a pas ouvert ce canal de discussion, moi, je ne peux pas y répondre.
Rappelez-vous, la seule chose que je peux faire, c'est la pharmacie n'est pas forcément le bon exemple dans le cas de figure parce que la pharmacie, c'est le seul professionnel à qui je peux envoyer un document sans qu'il ait ouvert le canal. Mais si, par exemple, je voulais parler à Hélène, lui envoyer un document, Hélène devrait d'abord m'ouvrir le canal de discussion. Si je veux lui envoyer un compte-rendu, elle devra d'abord m'ouvrir le canal de discussion pour que je lui transmette ce compte-rendu. Et l'intérêt de la messagerie sécurisée citoyenne, pour certaines situations, je pense notamment dans la chirurgie de l'obésité, où ils peuvent parfois s'envoyer des photos de silhouette, de l'évolution de la silhouette. Aujourd'hui, on a des exemples précis dans des centres hospitaliers où ces échanges-là se font uniquement par messagerie sécurisée, uniquement par ce biais-là. Voilà. Et on peut comme ça transmettre des informations. Et moi, en tant que patient, je peux décider si je l'intègre ou pas à la partie documentech. Donc, deux idées, soit document ultra confidentiel, donc je préfère que ça reste entre moi et mon patient, soit, deuxième option, un document que je ne considère pas qui ait une importance vitale pour le suivi du patient, mais ça n'empêchera pas que moi, en tant que patient, si je le souhaite, je pourrais l'intégrer à la partie tout en régulant les accès. La messagerie sécurisée citoyenne, c'est une partie qui est en cours d'usage. De plus en plus de patients et de professionnels s'en saisissent notamment en oncologie, notamment pour les suivis des sages-femmes. De plus en plus, ils font ces échanges-là par ce biais-là, par ce canal sécurisé. Autre fonctionnalité, ça c'est vraiment moi, patient, qui doit remplir. C'est ce que je vous disais, maladie et sujets de santé, traitement, hospitalisation, handicap, grossesse, groupe sanguin, allergie. Alors je rentre dans au hasard, je rentre dans les allergies et vous voyez, bon là, ça a déjà été pré-rempli. Et moi, je peux en rajouter. Je peux en rajouter, je peux les modifier. Alors justement, ce que précisait Cathy, et c'est une demande d'évolution, mais pas que Cathy, des professionnels aussi nous en ont parlé, c'est l'intérêt qui est, en plus des allergies, on va dire les incompatibilités médicamenteuses. Voilà. Qu'on puisse vraiment les dissocier des allergies, qu'on ait cette spécificité-là, ou voire même une spécificité sur la pathologie dans le profil médical. Même si c'est vrai qu'il y a maladie et sujet de santé, mais l'intérêt, ça serait que ça sorte vraiment, que ça soit pas au milieu de tout ça. Je peux y mettre mes hospitalisations, et en termes de droit, je peux y inscrire l'ensemble de mes professionnels de santé qui me suivent. Et quand, par exemple, je suis reçu par un professionnel, il va me faire la suggestion, est-ce que on peut l'intégrer à la liste des professionnels. Je peux aussi rentrer mes directives anticipées et mon entourage et mes volontés, la personne de confiance, ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces informations-là que je peux rentrer dans mon espace santé. Toute cette partie-là, c'est moi qui la crée. Toute cette information. La partie documentech, c'est les professionnels qui l'agrémentent. Cette partie profil médical, c'est moi en tant que patient qui la remplit. La grossesse, tout ça, c'est tout moi qui remplis. Moi, une fois que je l'ai rempli, ici, il y a marqué enregistrer ma synthèse sur un espace santé où il n'y a jamais eu de synthèse qui a été générée. Il y aura marqué générer la synthèse. À partir du moment où je clique dessus, je génère la synthèse, elle vient se mettre ici dans la partie documentech et le professionnel peut y accéder et peut aller voir les informations que j'ai mises. Par contre, petit bémol, et c'est ce qui nous était arrivé avec maladie chronique, c'est que beaucoup de personnes avaient rempli le profil médical mais oublié de générer la synthèse. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il faut quand même, ce n'est pas un accès direct pour le professionnel, comme la partie documentech, à partir du moment où j'ai donné mon accord. Là, il faut vraiment que je génère la synthèse pour que le professionnel puisse voir toutes ces informations-là, le groupe sanguin, etc., etc. Et petite caractéristique, puisqu'on a parlé de catalogue des services, dans la partie mesure, on a une application, donc Obot, qui permet de remonter des informations sur la glycémie et l'hémoglobine glyquée. Pardon. Et pareil, aujourd'hui, on a aussi la possibilité, dans mon espace santé, ça viendra aussi pour d'autres mesures, quand un laboratoire de biologie dépose un document dans la partie documentech, aujourd'hui, mon espace santé est capable de lire la glycémie et de venir la remonter dans la partie mesure. Lui, il est capable d'analyser le document de biologie qui a été déposé, de récupérer cette information-là et de venir la mettre dans les mesures. Il peut faire des deux côtés. Pour l'instant, c'est pour le diabète. Il peut faire des deux côtés. Soit quand le labo dépose le document, soit pour ceux qui ont l'application Obot. Voilà. Ça, c'est toute une partie qui est remplie par moi, patient. Après, il y a une partie qui aujourd'hui est remplie encore par moi et par les professionnels, mais sur le long terme, ça sera rempli essentiellement par les professionnels. C'est la partie vaccination. Moi, je peux rajouter, en scannant la boîte du vaccin,
je peux le faire. Et d'ailleurs, c'est pareil pour si je rentre un traitement, je peux scanner la boîte du médicament. C'est pareil, le scanner fonctionne pour les deux. Donc, je peux scanner la boîte du vaccin. Ça, c'est moi qui remplis manuellement. Soit, ce qui va se passer, vous vous rappelez quand je vous ai montré le professionnel, quand il y accédait, ben lui, il a la partie vaccination. Lui, une fois qu'il vous a vacciné, une fois qu'il aura bien assuré que c'est bien vous, il va pouvoir remonter cette note de vaccination dans mon espace santé. Et comme ça, vous récupérerez tout votre schéma vaccinal et tout votre schéma vaccinal sera dans mon espace santé. Exemple, hein, on ne se rappelle jamais si on a été vacciné pour le tétanos ou pas. Chaque fois qu'on passe aux urgences, on se coupe, souvent vous avez été vacciné, je m'en souviens plus, bam, pas le choix, petite piqûre. Et voilà, donc l'intérêt, c'est justement que dans mon espace santé, toutes ces informations-là soient inscrites. Petit à petit, c'est les professionnels qui remonteront cette note de vaccination. Ça, c'est l'essentiel des fonctionnalités. On en a une dernière qui, c'est le catalogue des services. Alors, sur la démo, ce n'est pas très sympa la présentation, mais par contre, quand vous allez sur un vrai espace santé, aujourd'hui, il y a une quarantaine d'applications qui sont compatibles avec mon espace santé. Toutes n'auront pas la capacité de communiquer avec mon espace santé, seront seulement des informations de prévention, d'information. Mais comme l'application Obot qui gère le diabète, qui est capable de remonter des mesures des mesures de glycémie, d'hémoglobine glyquée, ce qui va être intéressant, c'est que dans le catalogue service, d'autres applications pourraient communiquer avec mon espace santé. Et c'est le sujet de tout à l'heure de Cathy et Hélène, de dire l'agenda. Un agenda, de plus en plus de professionnels utilisent des agendas, on va dire, partagés, enfin, qu'on prend rendez-vous sur Internet. Et ben, ça serait intéressant, c'est que tous ces agendas qui existent pourraient venir se greffer à l'intérieur de mon espace santé. Par contre, ça sera toujours moi, patient, qui aurai la maîtrise de l'information qui est remontée des applications vers mon espace santé et vice-versa. C'est moi qui donnerai les droits. Et ça, sur le catalogue des services, aujourd'hui, on n'a qu'une application qui est capable de communiquer avec mon espace santé. Toutes les applications qui sont dans le catalogue des services n'auront pas vocation à communiquer, mais c'est une possibilité. Et dernier point, pour avoir nos 20 minutes de discussion et de réponse aux questions, dans mon espace santé, on a aussi la possibilité, je suis allé trop vite, pardon, de gérer le profil de ces enfants. Donc, ces enfants, nos enfants sont gérés par le biais de notre compte, qu'on soit séparés ou pas séparés. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir avoir accès à l'espace santé de nos enfants. Jusqu'à 18 ans, à 18 ans, ils auront leur propre espace santé. Et c'est ici aussi que je vais pouvoir gérer l'intégralité des paramètres et surtout savoir, avec l'historique des activités, qui s'est connecté à mon espace santé, gérer les confidentialités. Et on espère, avec la loi sur les dents, qu'ici, nous aurons aussi la possibilité de gérer l'accès à mon espace santé à un aidant. Parce que c'est ça l'idée, ça serait qu'on puisse réguler en tant que… Moi, si je délègue l'usage de mon espace santé à quelqu'un, ça pourra être tracé ici, dans la gestion du profil, les différents accès à mon espace santé. Voilà, j'en ai terminé. Je vais couper mon partage et je vous propose qu'on passe aux questions. Très bien. Merci beaucoup à tous pour vos explications très claires et puis cette démonstration qui était pratique. J'espère qu'en tous les cas, elle a permis de répondre à certaines de vos questions qui n'ont pas forcément été posées sur le QR ou qui l'ont été. Je vais donc découper les questions en trois grandes catégories. Des questions qui concernent les utilisateurs professionnels, ceux qui concernent les utilisateurs patients et proches, et puis des questions plus spécifiques sur l'ETP, puisqu'on a beaucoup d'acteurs de l'ETP qui suivent nos webinaires. Voilà. Concernant les professionnels dans leur usage, est-ce qu'il est possible pour des professionnels qui ne sont pas soignants ou paramédicaux, donc sans carte CPS, de pouvoir accéder à certaines informations des dossiers patients dans mon espace santé, d'y déposer des documents et d'utiliser la messagerie santé sécurisée sans être donc soignants, comme par exemple des diététiciens, des éducateurs ETP hors soignants, des enseignants d'activité physique ou bien même des encadrants de GEM. Alors, je vais répondre. Donc, en fait, il y a plusieurs cas. Il y a les cas des gens qui sont rattachés à une structure hospitalière ou à un établissement, donc les APA qui ont des structures. Donc, sur le principe, c'est oui.
il y aura cette possibilité d'accéder ou de déposer des documents dans mon espace santé. Ça va être possible. Il y a une matrice d'habilitation qui est prête et qui va être en cours de mise en route, si je puis dire. C'est sur les professionnels, ce qu'on appelle, nous, des professionnels à rôle, donc qui ne sont pas inscrits à l'ordre ou qui ne sont pas des professionnels de santé. Donc oui, il y aura ces accès possibles. Ça va être envisageable sur des personnes qui sont dans des structures ou établissements médico-sociaux ou établissements sanitaires. Par contre, dans le cas des APA qui seraient libéraux ou indépendants, là, pour l'instant, il n'y a pas d'accès, sauf Valérie, tu me dis si je dis une bêtise, mais pour l'instant, il n'y a pas d'accès envisageable à mon espace santé, que ce soit avec un accès simple ou enfin minimum, il n'y aura pas d'accès. Pour l'instant, ceux qui auront une possibilité d'accès hors ce cadre de professionnels de santé, donc ce que nous on appelle des professionnels à rôle, qui sont rattachés à des établissements médico-sociaux ou des établissements sanitaires, oui, là, il y aura une possibilité d'accès. Pour le cas de la messagerie sécurisée, c'est un peu différent. Il y a déjà des ouvertures de messagerie sécurisée, notamment pour des APA dans des cadres particuliers. Là, l'usage de la messagerie sécurisée est un peu différente. Elle est dissociée de l'utilisation ou de la consultation ou d'alimentation de mon espace santé. Ok. Je me dis que peut-être ça vaudra le coup aussi un jour de faire un point sur la messagerie santé sécurisée. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Ouais, ouais, voilà. Concernant, et donc pour les diètes qui ont un numéro ADELI, mais du Bah, coup, ça, pour les diététiciens, oui, ça pourra être envisageable, oui, tout à fait. mm, mm, ok. Une question de Monsieur Gougeot, y a-t-il la possibilité d'avoir accès via le logiciel patient dans un CHU? Oui, Jérôme, tu l'avais évoqué plus tôt. ouais, j'ai évoqué ça, oui, ouais, tout à fait. Après, peut-être que là, c'est vraiment au cours de l'année 2026 que ça va se mettre en place, cet accès. Aujourd'hui, c'est techniquement possible par ce qu'on appelle le web DMP. Par exemple, pour un soignant avec sa carte CPS, c'est techniquement possible, mais il se connecte au web DMP. Il ne se connecte pas directement du logiciel métier. Voilà. Là, l'objectif de 2026, comme pour la médecine de ville, qui le fait déjà, c'est que dans un centre hospitalier, directement de mon logiciel métier, je puisse aller consulter l'espace santé du patient. Ça, c'est possible. Si je Déjà, ils peux, peuvent l'alimenter. si je Déjà, ils peux peuvent l'alimenter. ajouter, si je peux ajouter un mot concernant les établissements de santé. Dans toutes les régions et en Nouvelle-Aquitaine, c'est très fort parce qu'il y a un accompagnement dédié. Il y a toute une série d'établissements qui, service par service, se connectent au WebDMP et les retours qu'on a sont extrêmement satisfaisants. Donc, quand ce sera tout automatisé bien comme il faut, comme disait Jérôme, on espère que ça va augmenter de façon exponentielle. En fait, concrètement, c'est que moi, le matin, si je suis médecin ou peu importe ma profession dans un centre hospitalier, c'est qu'à partir du moment où je m'authentifie sur les dossiers informatisés de mes patients, mais je puisse en plus avoir comme font les libéraux, hein, de toute façon, avoir un icône DMP où là, je vais pouvoir aller consulter l'espace santé. Et ça va se faire directement. Là, aujourd'hui, ils sont obligés de passer par un autre process, c'est le web DMP. Et là, ils auront la même connexion pour et leur dossier patient informatisé, leur DPI ou DUI pour les établissements médico-sociaux, et ils pourront aller directement dans mon espace santé. Donc ça facilitera grandement les usages, notamment aux urgences, par exemple. Aux urgences, où là, ça leur facilitera. Aujourd'hui, c'est techniquement possible, mais ce n'est pas une technique qui est très simple d'utilisation, même si ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est qu'on leur simplifie l'accès, que ça soit directement intégré, notamment s'ils veulent prendre des documents et venir les intégrer à leur dossier informatisé. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de simplifier les usages. Dans la présentation, il a été évoqué la possibilité de déposer des documents et notamment des résultats de diagnostic en décalé. J'imagine que c'est pour que ça corresponde évidemment à d'abord un premier temps de consultation en réel avant de pouvoir mettre le document de manière à ce que la personne ne découvre pas au détour d'une lecture de document un diagnostic. Visiblement, c'est pas encore tout à fait mis en œuvre sur le terrain parce qu'il pourrait arriver que des patients découvrent le diagnostic de leur pathologie par cet intermédiaire. Est-ce que les professionnels de santé sont déjà, est-ce qu'ils ont tous, quels qu'ils soient, soignants, paramédicaux, la possibilité d'utiliser ce décalage de dépôt? Et est-ce qu'on sait si c'est très utilisé ou en tous les cas déjà très connu?
Notamment, Non, vous évoquiez la possibilité dans un cas de cancer, mais ça peut être pour d'autres pathologies. bien sûr. Alors oui, il y a eu ça veut dire des événements indésirables, malheureusement, de dépôts, sur des dépôts automatiques. Mais en fait, la procédure, elle est très simple. Dans un établissement, en commission médicale, ils décident les documents. Il y a des documents réglementaires qu'ils doivent déposer dans mon espace santé. Mais la règle, c'est simple, c'est qu'en commission médicale, ils décident les documents qu'on envoie automatiquement ou les documents qu'on envoie de façon décalée, ou alors les documents par service que l'on n'envoie pas. Nous, on a certains services, je vous prends un exemple, en génétique, où ils ne souhaitent pas alimenter. Pourquoi? Exemple d'une maternité, le généticien m'a expliqué, le papa n'est pas le papa. Donc, je ne vais pas déposer le document dans mon espace santé. Donc, il y a cette procédure faite par les établissements pour justement éviter qu'un patient reçoive un document de façon brute quand il y a éventuellement un diagnostic qui peut être euh, pas forcément grave, mais qui pourrait éventuellement entraîner des conséquences désagréables pour le patient. Donc voilà, donc il y a vraiment cette décision collégiale par les établissements, service par service, de savoir comment j'alimente l'espace santé de façon automatique, de façon décalée ou pas de dépose. Voilà. Mais il peut y avoir eu au début tout à fait des incidents malheureux sur ce sujet-là. Et en tout cas, on travaille, nous, les équipes de l'assurance maladie, pour bien expliquer aux professionnels de santé, faites attention, vous avez tout automatisé, c'est très bien, mais par contre, ça veut dire que le patient, d'ailleurs, on a eu un témoignage d'un médecin généraliste, c'est son coach, la première question qui se pose quand il veut automatiser l'envoi d'un document, est-ce que c'est un document sensible? C'est la première question qui se pose, lui. Il se dit, attention, je ne voudrais pas que mon patient l'apprenne comme ça, de façon directe, sans qu'il m'ait vu avant. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, tous les professionnels, on les sensibilise et se sensibilisent eux-mêmes même à ces problèmes. Et il y en a même qui avaient déjà anticipé le problème. Je sais qu'Hélène va devoir nous quitter. Est-ce que vous, au vu des premiers échanges et de la présentation, vous vouliez dire un dernier message? Non, non, effectivement, c'était très clair et c'est effectivement, enfin, c'est vraiment du concret, hein, ce qui est évoqué. Euh, donc, voilà. Après, s'il y a des questions, voilà. Mais effectivement, merci pour tout et je vais devoir vous quitter. Mais c'est vraiment, vraiment du concret, hein, sur les systèmes où c'est automatisé, hein, et effectivement, où il faut se reposer les bonnes questions en tant que professionnel, etc. Donc, c'est vraiment ça qui se passe dans le réel. Voilà. En tout Merci cas, Hélène. beaucoup. merci beaucoup, Hélène. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Au revoir. Euh, une question peut-être plus spécifique pour Valérie, qui est arrivée au tout début. Est-ce que l'historique de tout les médical, de tout le dossier patient, va être téléchargé par l'assurance maladie sur mon espace santé? Si le DMP existait auparavant, oui. Autrement, malheureusement, plutôt non. D'où le fait que le patient puisse aussi alimenter par lui-même. Mm. Il y a des limites à ce qui a pu être remonté. Eh oui, bien sûr. OK. Concernant donc des questions pour l'utilisation quand on est patient ou proche, on nous fait remarquer que effectivement, hein, quand la couverture euh, d'accès téléphonique est difficile, ben, du coup, on n'a pas forcément accès à l'application. Et puis des questions qui concernent plus spécifiquement des personnes vulnérables qui peuvent avoir des difficultés cognitives ou de l'électronisme. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités spécifiques, un accès, des accessibilités pour tous les types de handicap, notamment sensoriels? Alors, il y a plusieurs questions. La première question, c'est pour tous ceux qui pourraient éventuellement, peu importe la problématique, avoir des difficultés à utiliser mon espace santé, c'est notre sujet depuis plus d'un an avec justement l'assurance maladie, c'est le rôle de l'aidant, parce que c'est central pour nous qu'on puisse déléguer à une tierce personne. Aujourd'hui, ça se fait, mais on a l'obligation de rédiger un mandat CNIL, c'est un petit peu fastidieux et pour la réalité du terrain. Donc ça va être possible de déléguer à une tierce personne cet accès. Après, sur les personnes qui peuvent être vulnérables, donc s'il y a une mesure de protection
Et ben, du coup, là, ça sera le rôle du tuteur ou avec l'aide du curateur en fonction de la mesure de protection dont la personne dispose. Donc là, il y a un travail aussi auprès des tutelles, justement, pour de sensibilisation à mon espace santé, parce que c'est eux qui prennent le relais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'application en elle-même, il y a des possibilités, mais c'est surtout sur l'ordinateur. Pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, c'est les ordinateurs qui peuvent adapter. Moi, j'y avais dans l'expérimentation maladie chronique, on avait une personne qui avait la maladie de Parkinson, donc elle n'était pas capable d'utiliser l'application. Du coup, son ordinateur était adapté pour utiliser mon Mm. espace santé du fait de ces problématiques-là. Donc là, c'est vrai que c'est des évolutions au quotidien de mon espace santé pour adapter l'outil en fonction du handicap, comme la communication autour avec certaines associations qui nous aident à réaliser des documents, vous savez, en mode facile et à lire, à comprendre. Tout ça, c'est un travail qui se fait régulièrement avec les associations et notamment avec France Asso pour justement que tout le monde, dans sa plus grande possibilité, on va dire, puisse aller dans accès à mon espace santé. Par rapport à ceux qui sont loin du numérique, c'est tout le travail du réseau des ambassadeurs. C'est pour ça qu'on a mis en place ce réseau. C'est pour ça qu'on met des ressources sur le territoire et notamment avec l'aide des maisons France Service qui, eux aussi, nous permettent d'avoir des ressources locales pour aider les gens à utiliser mon espace santé ou peut-être aussi leur montrer ou les former à ce qu'ils puissent être autonomes. Donc, en fait, c'est double action. C'est action d'adapter l'outil et aussi action de garder des ressources locales. Certes, il y a le 34-22, mais on souhaite quand même garder des ressources locales, des personnes physiques qui puissent aider les gens à utiliser mon espace santé. Même si les professionnels de santé jouent un rôle énorme pour aider, notamment les infirmières libérales, mais on souhaite aussi quand même garder ce réseau-là aux proches des gens et notamment avec l'aide du réseau France Service qui sont dans les municipalités ou dans les préfectures. Est-ce qu'on a un retour d'usage des jeunes en transition pédiatrie, secteur adulte sur l'utilisation? Alors, Alexia, on est en plein dedans. C'est qu'on a, sur l'année 2026, notamment le CHU de Limoges qui rentre dans une grosse expérimentation sur la périnatalité avec les documents obligatoires à déposer dans mon espace santé. Et on a un projet aussi sur l'année 2026 qu'on appelle, nous, les parcours, de justement le parcours maternité a été clairement identifié pour améliorer et augmenter les usages et justement essayer de faire évoluer cet espace santé. Et ça va même plus loin, puisqu'il y a des travaux en cours pour améliorer que mon espace santé devienne le carnet de santé aussi de l'enfant. C'est-à-dire que ce carnet de santé papier que on nous remet actuellement quand on sort de la maternité, ça soit totalement intégré à mon espace santé. Là, c'est vraiment un sujet. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir donné une réponse exacte parce que vraiment, on lance un énorme chantier sur l'année 2026 autour justement du carnet de santé de l'enfant, de la périnatalité et tous les suivis grossesse des patients. Aujourd'hui, il y a déjà le parcours grossesse, ça a été la première brique. Il y a déjà des premiers éléments avec le carnet de santé de l'enfant, notamment la possibilité d'y rentrer les mesures et les courbes de croissance. Mais là, on va passer à vraiment la vitesse supérieure sur l'année 2026. Et là, je pourrais avoir des meilleurs retours sur où on en est dans les usages. Mais nous, c'est un axe central, parce qu'en plus, on est sur des publics qui sont quand même assez habiles avec l'informatique, puisque c'est des publics jeunes, et qui demandent un suivi assez conséquent, parce qu'après, il y a aussi la prévention à mettre en place. Tu vois, il y a plusieurs axes qui vont tomber en même temps sur cette périnatalité et les carnets de santé de l'enfant. Donc, c'est vraiment un axe majeur pour l'année prochaine. Est-ce que, du coup, peut-être, Cathy, dans ton rôle d'aidant, et Jérôme, vous pouvez nous redire un petit peu la marche à suivre pour qu'on puisse accompagner une personne en tant qu'aidant dans son usage de mon espace santé, puisqu'apparemment, il y a des remontées sur le fait que ça pourrait être un peu compliqué euh, d'avoir cette fonction-là. Alors, Est-ce que je peux couper la parole? Le texte existe, il est juste bloqué là-haut entre l'Assemblée et le Sénat. Pardon, Le texte légal qui le permet existe déjà, malheureusement, il n'est pas paru. ouais, C'est ça qui crée les difficultés. voilà, c'est ça.
voulez peut-être compléter ou pas nécessairement? En Moi, fait, je voulais Alexia, juste. pardon, ouais, juste moi, Cathy, juste en fait, Alexia, pardon, j'ai parlé, mais je n'avais pas débranché le micro, excusez-moi. En fait, Ah, le texte, techniquement, c'est prêt. Techniquement, pour mon espace santé, c'est prêt. Sauf qu'il nous faut ce texte de loi pour autoriser la délégation de l'aidant. Et c'est ce que disait Valérie. On attend, ça devait être sur la loi de la fin de vie. Bon, il y a eu ce qui s'est passé. Du coup, on attend que ce texte pour pouvoir mettre en fonctionnalité dans mon espace santé l'accessibilité à l'aidant. mais en tous les cas, il y a déjà des usages qui se font puisque Cathy en a témoigné. Ouais, oui, 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 oui. voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est avec l'accord de mes parents, donc on n'est pas tous fâchés avec ses parents et en conflit pour ne pas connaître les informations. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même ce moyen de sécurité qui permet. Moi, c'est un choix de laisser le numéro de téléphone de mes parents pour qu'ils aient la double sécurité. Moi, je m'inscris, mais eux, ils le voient. Et surtout, j'ai besoin du code pour me connecter. Mais sinon, après, ça fonctionne. Voilà. En fait, c'est pas que j'utilise en tant qu'aidant, c'est que je rentre dans leur espace directement. La loi va permettre après de l'utiliser en tant qu'aidant et m'identifier comme aidant. Sur, merci beaucoup. Sur les dernières questions, elles vont porter sur la possibilité d'utiliser mon espace santé dans le cadre d'ateliers d'ETP. Donc, déjà, est-ce qu'il est possible pour des ateliers de TP qui présentent mon espace santé d'avoir donc accès à une version de démonstration? Je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure. Ouais, ça, c'est pas. En fait, tout le monde a y accès. À partir du Ouais. moment où on télécharge l'application sur son smartphone, il y a en haut à droite le mode démo et on peut y accéder sans se connecter à un vrai compte. Il n'y a pas besoin de réseau. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Elle est déjà installée, en fait. D'accord. Est-ce qu'il serait envisagé que la participation de patients à des ateliers de TP puisse être notée quelque part sur mon espace santé avec peut-être un onglet spécifique éducation thérapeutique, avec la possibilité pour les éducateurs thérapeutiques de déposer des synthèses des objectifs Mhm. BEP et des ateliers, bref, de déposer et de consulter évidemment en amont d'ateliers certaines informations de mon espace santé. Alors, sur la dépose, c'est ce que je disais en préambule, c'est à partir de quand tu m'as posé la question sur les établissements sanitaires, c'est à partir du moment où ils sont rattachés à un établissement, oui, ça peut, en accord avec la direction et dans l'organisation avec la structure, comme la structure peut alimenter des documents dans mon espace santé, il pourrait très bien l'alimenter sans problème, cette synthèse dans mon espace santé. Et pareil pour la participation. Alors aujourd'hui, pour la participation à un atelier, c'est soit vous déposez un document s'il y a un projet personnalisé sur la personne donc qui a son programme en quelque sorte qui pourrait passer dans la documenthèque. Par contre, dans le profil médical, cette partie-là où certains patients alimentent, non, là, c'est lui le patient et il faudra qu'il inscrive dans son agenda ou qu'il fasse une trace de ces ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, pour le professionnel, la seule solution, c'est aujourd'hui, hein, je parle à l'instant, c'est d'agrémenter avec un document qui est déposé dans la partie documenthèque. Soit le projet, soit les bilans qu'ils font, fonctionnels, etc. Ça, ils peuvent le mettre déposé avec l'aide de l'établissement. Ils peuvent le déposer clairement dans mon espace santé déjà, c'est possible. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait des classeurs, des onglets de rangement par Oui, thématique. Est-ce qu'on peut créer un rangement ETP ou bien il faut prendre ah parmi... oui, ça c'est sur la partie patient, tu as la main. Tu fais comme tu veux. Tu l'appelles. On peut créer un dossier éducation thérapeutique, sauf la seule chose, c'est que c'est vraiment pour soi-même. Le professionnel qui va aller dessus, lui, il n'aura pas la même vision. Il ne verra pas ce rangement-là qu'on a fait. Ce rangement, il est vraiment propre à moi, patient. Ah, C'est au mon patient, rangement à moi. d'accord. Ouais. Est-ce qu'un pro pourrait créer un intitulé ETP pour y mettre tous les docs? Bah alors lui, il pourrait déposer un document de synthèse qui s'appellerait éventuellement, voilà, bilan thérapeutique, enfin, Le éducation titre, thérapeutique, ça. pas le titre du doc, mais est-ce que ça serait possible de créer un dossier dans lequel il Euh, mettrait tous les documents afférents au parcours ETP, quoi?
Ça, c'est une bonne question. Il faut qu'on creuse. Moi, pour moi, c'est des documents par document, mais ça peut être cohérent, pas forcément que pour l'éducation thérapeutique. Ça peut être cohérent sur d'autres parcours. Donc, ouais, c'est une question, Valérie, qu'il faut qu'on se note et qu'on pose. Ouais, tout à fait. Parce que là, aujourd'hui, c'est des dépôts de documents par document. Mm. Ça pose pas d'une brique d'un coup, même si tu peux envoyer en mitraillette plusieurs documents. Ouais. Mais ça pose pas un dossier complet comme un dossier zip qu'on pourrait déposer comme ça. Non, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça, mais on se prend l'idée, ouais, tout à fait. Je retraduis hein, la question de Ouais, bien Cécile sûr, mais on se prend l'idée, ouais, tout à fait. au passage, Cécile. Voilà. Mm. Très bien. Donc, on a vu euh, le fait que, alors, une structure ETP, mais qui ne serait pas un établissement de santé, pourrait-elle avoir accès à l'alimentation de mon espace santé? À partir du moment où c'est des professionnels de santé, au même titre que Ils sont libéraux, les professionnels de santé ou pas? cette précision dans la question, c'est la question de Solène Bigot qui demandait, voilà, Parce si qu'en fait, là, aujourd'hui, ceux qui peuvent alimenter ou consulter, c'est soit des libéraux qui sont professionnels de santé, soit des libéraux qui sont rattachés à un établissement médico-social ou à un établissement sanitaire. Ça, c'est les trois possibilités de se connecter. Donc, il faudrait savoir si ils sont rattachés à un établissement qui est considéré comme ce que nous, on appelle un ESMS. Pardon. Il faudrait savoir ça, en fait, pour pouvoir répondre à la question correctement. mais c'est vrai qu'on peut avoir, notamment en Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on appelle des équipes mobiles ETP, qui sont portées plutôt par une structure associative. Donc, il y a forcément des professionnels de santé qui y travaillent, mais ça n'est pas Oui. un état tel Là, à que... ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de. Il y a pas, les trois possibilités de consulter et d'alimenter, c'est toi qui es rattaché à un ESMS, soit tu es rattaché à un établissement sanitaire, soit tu es libéral et tu as une carte professionnelle. Mais parce qu'il y a des associations, oui, je pense à une ici sur le Pays Basque, et c'est vrai que s'ils s'y connectent, ils s'y connecteront parce qu'ils sont libéraux. Donc, par exemple, le cardiologue qui fait l'éducation thérapeutique ou l'infirmière. Mais est-ce que l'association pourra se connecter directement, elle, à mon espace santé? Aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais. Est-ce que vous avez connaissance d'ateliers ETP qui ciblent la prise en main de mon espace santé? Et au vu des questions, donc ça c'est la question d'Anouk Gachet, mais il s'avère que Marie-Sophie Chéria évoquait le fait qu'elle en parlait dans ses ateliers. Donc il y a visiblement déjà des choses qui se font. Oui, qui se font. Ouais, ouais. Après, je n'ai pas la visibilité de qui le fait exactement tout le temps, mais il y en a qui le font. Est-ce que Marie-Sophie Chéria, il faudrait qu'elle ait la possibilité de lever la main pour qu'on puisse, si elle est toujours là, la retrouver et qu'elle puisse peut-être témoigner Mm, de ce qu'elle fait dans son atelier ETP? mm. Ouais. Oui, oui, je t'en prie. Ouais, je sais que je réfléchis en même temps, c'est pour ça d'exemple. Et je sais que sur le parcours obésité, il y en a qui le font, de présenter ou pendant la réunion d'accueil, bon, c'est pas spécifiquement que de l'éducation thérapeutique, mais qui font lors de cette réunion d'accueil, parce que c'est une prise en charge globale, ils présentent mon espace santé. Ça se fait petit à petit, quoi. Voilà, ça se fait. Ouais. C'est un peu l'objet aussi de notre webinaire avec vous, hein. C'est justement d'ouvrir les usages dans l'éducation thérapeutique et nos discussions avec Michel assez souvent sur ouvrir justement l'éducation thérapeutique, mon espace santé. Ouais. Voilà, Madame Chéria est là, elle peut prendre la parole si elle le souhaite. Oui, vous m'entendez? Tout à fait. Merci. En fait, on est enfin pas aux prémices parce qu'on travaille déjà depuis un an sur cette mallette. Je suis désolée, j'ai pas de caméra, donc vous pouvez pas me voir. Du coup, on travaille sur une mallette se repérer dans le système de santé, puisque bien souvent les personnes sont un peu perdues dans leur parcours de santé. Et donc, il y a plusieurs ateliers, voilà, et donc, dont un sur mon espace santé. Nous avons un patient partenaire qui anime déjà cette session sur un programme au CHU de Clermont-Ferrand. Nous avons aussi des équipes à Issoire, notamment la Fret, qui anime aussi ce type d'atelier. Et donc, l'idée, c'est vraiment, on travaille aussi avec la CEPAM d'Issoire pour essayer de structurer quelque chose d'un peu générique autour de mon espace santé. Et nous, ce qui nous manquait quand même, c'était, j'ai bien compris qu'il y avait une démo, mais on aurait voulu avoir accès à un profil fictif en fait
pour pouvoir l'agrémenter, jouer avec un profil fictif et puis l'effacer à la fin, quoi. Et ça, Parce malheureusement, on peut pas. Non, on n'a pas de. Une démo, donc c'est à moitié fictif, si je puis dire. ouais, Mais on n'a pas de faux profil. On l'a demandé souvent, nous. On voulait un faux patient, en fait, quoi, à qui on pourrait rajouter des documents, enlever des documents, envoyer un message. Et on aurait aimé qu'on l'ait à la fois sur l'application et à la fois sur l'ordinateur pour pouvoir jouer. Mais non, on a eu le droit que à notre mode démo comme ça. parce que les premiers tests, justement, montrent ça, en fait, qu'il nous faudrait bien ce profil. Mais bon, si vous me dites que c'est pas possible. Ouais, mais c'est pas que c'est. Bah alors, c'est pas possible. Je sais pas si c'est pas possible. En tout cas, on nous l'a pas. On nous l'a pas donné. En tout cas, parce que nous, on l'a demandé depuis le tout début, d'avoir justement ce mode démo pour les pros, qu'on puisse nous se connecter. Alors, côté pro, nous, on a des cartes CPS test qui nous permettent de montrer pour le pro. Mais par contre, pour le patient, on n'a que ce mode démo. On peut pas faire défaut. Alors, au début, on utilisait notre propre espace santé, donc c'était pas Donc, terrible, quoi. Donc, mais dans mon est-ce espace santé personnel, il y a plein de bêtises, enfin, si je puis dire ainsi, parce qu'au début, on utilisait celui-là, quoi. Oh, c'est pas terrible. Et est-ce que vous pensez qu'il serait possible de le refaire monter au national? Parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette demande. Est-ce que, on pourrait à nouveau, Alors, maintenant que c'est un petit peu plus utilisé en ETP, vraiment le faire remonter encore? alors, très sincèrement, on le met sur la table, pratiquement, je mens pas, à chaque réunion. Très bien. Voilà. Parce que comme nous, on est sur le terrain et qu'on fait des démonstrations aux associations, un peu à tout le monde, hein, et Valérie en est témoin, et à chaque fois, on remonte la même chose. Il faudrait que l'espace de démo soit au même niveau que le vrai espace santé. On aimerait avoir des faux patients pour pouvoir montrer, faire les démos de façon plus concrète. À chaque fois, on leur demande. Et on a un commentaire L'expérience. qui indique, Pardon. pardon, on a un commentaire qui indique que c'est le cas de Paco Globule, où l'équipe de Oui, Webmaster avait pu faire. oui, Mais je bon, là, confirme. c'est l'échelle régionale, alors que là, on parle. Ouais, c'est pas tout à ouais, voilà, c'est-à-dire Paco Globule, je peux en parler, parce qu'on en a fait partie de déploiement. C'est ouais, il y a une base test, ouais, il y a une base test, là, il n'y a pas sur ça, ouais. On se dirige vers la fin du webinaire. Je vous ai coupé la parole, Madame Cheria, pardon, vous vouliez dire quelque chose, peut-être. Je voulais juste vous remercier. Voilà, merci pour tout. Les premières évaluations montrent que les gens, en fait, ne connaissent pas leurs droits sur ces ateliers de mon espace santé, ne connaissent pas leurs droits et ils ont du mal à cliquer sur les liens, etc., qu'on leur envoie. Voilà, c'est vraiment les plus grosses demandes. Voilà. Mais en tout cas, merci pour ce webinaire et merci de m'avoir donné la parole. Nous avons donc essayé de répondre à la majorité des questions, soit directement dans les présentations qui ont été faites, soit via donc le Q&R. Merci à tous. D'ailleurs, on a reçu une trentaine de questions. Euh, je vais laisser la possibilité à tous les intervenants de dire peut-être un mot si vous le souhaitez, une dernière info à passer avant que l'on ferme ce webinaire. Et peut-être Michel, le mot de la fin en tant que président d'ETNA. Ouais, je retrouve mon micro. Je Attends, reprends 10. ah Oui, pardon. Bah, peut-être d'abord les intervenants et puis tu termines. oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, je fais très vite alors, merci beaucoup. Merci Valérie. Non, c'est bon. Cathy, tu voulais dire Oui, mais pareil, je vais être aussi synthétique que Valérie. Merci à vous et de faire parler de cet outil utile. Ouais, moi, j'ai rien à rajouter. Merci à tous de votre participation et j'espère que ça vous aura apporté une vision plus éclairée sur ce carnet de santé numérique. C'était ça le plus important. Et merci beaucoup, Cathy et Hélène, du coup, qui est déjà malheureusement partie, mais merci de votre intervention. compris Michel. Ouais, donc Jérôme le sait, je sais l'intérêt. Il devine maintenant un peu plus l'intérêt qu'ont les acteurs de l'éducation thérapeutique dans l'affaire. Et c'est clair que pour ce qui nous concerne, c'est un outil dont l'appropriation est absolument essentielle. Et c'était un trou dans la raquette. Alors depuis ce matin, ça l'est plus tout à fait. On a commencé à boucher un peu le trou, mais c'est un chantier qui est en devenir et qui, à mon avis, est extrêmement important pour les malades chroniques et les personnes sous handicap. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment de votre présence, de vos questions, de votre engagement. Alors à bientôt à tout le monde, hein.
Merci et au revoir à tous et à très bientôt avec le mini-site du webinaire qui sera dédié donc à cette présentation et vous recevrez le lien, tous les inscrits du mini-site là d'ici demain ou après-demain. Au revoir à tous.